Le chimpanzé est l'animal le plus proche de l'homme. Près de 99% de son patrimoine génétique se confond avec le nôtre. Mais les ressemblances iraient encore plus loin. La culture ne serait plus la fiche d'identité de l'homme, car les singes ont eux aussi la leur. À chaque fois qu'on a pu observer des chimpanzés se livrer à des activités qu'on pensait propres à l'homme, la première réaction a été « c'est impossible ». Qu'en est-il vraiment de cette différence entre les deux primates et en quoi consiste-t-elle précisément? Je pars du principe que l'homme est différent. Il suffit de regarder les artefacts qu'il a créés, le langage, la télévision, peu importe. Pour moi, l'existence de caractéristiques propres à l'homme est indiscutable. La culture est-elle l'apanage exclusif de l'homme ou la trouve-t-on aussi chez le singe? Il est aussi évident que quand on pense à la culture des hommes, on a les maisons autour de nous, on a les ordinateurs, on a les gens qui composent les opéras et tout ça. Mais moi, comme homme moyen, je suis incapable de fabriquer un ordinateur et de composer un opéra. Mais justement, qu'en est-il de la culture des singes? Une poignée de chercheurs entend bien la cerner au plus près. Définitivement, si cette expérience marche, ça va vraiment faire du bruit. La ceinture tropicale de l'Afrique est une jungle épaisse qui ne cesse pourtant de reculer sous la pression de l'homme. Et les grands singes, les hominidés, sont entraînés dans ce déclin. Il y a 100 ans, la région comptait plusieurs millions de chimpanzés. Aujourd'hui, ils sont moins de 300 000. Le parc national de Kibale en Ouganda est l'un des derniers refuges pour les chimpanzés d'Afrique de l'Est. Près de 1200 individus vivent ici. Thibaut Gruber de l'université de Neuchâtel se rend sur le territoire de la communauté de Kanyawara, un groupe de 50 chimpanzés. Étudiés depuis plus de 20 ans, ils sont habitués à la présence de l'homme. Le jeune chercheur veut savoir si le comportement des singes est transmis par les gènes ou par l'apprentissage. La seconde hypothèse corroborerait l'existence d'une forme de culture. Pour étudier cette question, le primatologue a choisi une approche insolite en introduisant la recherche expérimentale au cœur de la jungle. Donc en fait, on va utiliser ce chemin parce qu'on sait que les chimpanzés sont en bas dans un arbre là-bas. Et on sait également que par là-bas, c'est l'endroit où ils font leur nid. Donc on sait que c'est normalement un des chemins qu'ils vont prendre avec une probabilité assez importante. Donc l'idée, c'est de se mettre juste à un endroit où la probabilité est assez importante que les chimpanzés passent. Et donc ils vont trouver notre expérience installée au moment où ils vont venir. Pendant la mise en place, le port du masque et des gants est obligatoire afin de protéger les singes des bactéries humaines. Dans un premier temps, cette expérience vise à étudier les réactions des chimpanzés lorsqu'ils sont confrontés à un défi inédit. Du miel est versé dans un trou étroit et profond, creusé dans le tronc. Les singes ne pourront pas atteindre ce miel avec leurs doigts. Et donc en fait, les alvéoles, ça permet également de repousser les insectes qui vont essayer de prendre le miel. Donc il faut bien que ça recouvre tout le trou. Et ensuite, il faut partir rapidement parce que les chimpanzés peuvent arriver à tout moment. Il s'agit de trouver le chaînon manquant entre la pure observation de terrain et les études expérimentales menées sur des animaux en captivité. Notre démarche s'inscrit dans la lignée de l'éthologie classique. Exactement comme la première génération d'éthologues, les Tinbergen, les Lorenz, nous voulons observer l'animal dans son environnement naturel.
Sauf qu'avec les données d'observation qu'on recueille, on ne sait généralement rien sur ce qui est à l'origine des réactions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque quoi? Ce que nous essayons de faire, c'est de recréer la situation naturelle tout en contrôlant les stimuli. Quand nous observons une réaction, nous savons précisément quel stimulus l'a provoquée. C'est pour ça que les expériences de terrain sont indispensables. Mais il faut compter avec les impondérables de la nature. C'est tout d'abord une armée gigantesque de fourmis légionnaires qui vient barrer la route aux chimpanzés. Puis c'est un essaim d'abeilles qui découvre le précieux nectar. Sur le terrain, les chercheurs sont régulièrement confrontés à de tels éléments perturbateurs. Finalement, Tongo, une femelle de 40 ans, s'approche du tronc avec son petit. Mais les abeilles sabotent le dispositif. Le chercheur escomptait un autre résultat. L'expérience aurait-elle mal tourné ? Oui, parce qu'on n'a pas eu d'utilisation d'outils, en particulier parce que je connais Tongo depuis quand même 2-3 ans et qu'elle a toujours utilisé des outils. Donc c'est le côté déçu. Le côté pas déçu, c'est que là on sait que les chimpanzés ont repéré l'endroit. Ils savent qu'il y a du miel à cet endroit-là. Et demain, quand ils vont revenir, ils vont à coup sûr vérifier s'il n'y a pas du miel à prendre. Il se fait tard, les chimpanzés passent à autre chose. Thibaut Gruber compte bien retenter sa chance dès le lendemain matin. Ce sont les aléas quotidiens d'un chercheur dans la jungle. Thibaut Gruber passe près d'un quart de l'année en compagnie des chimpanzés. C'est ici, en Afrique de l'Est, que l'homme et le singe ont pris des chemins séparés il y a 7 millions d'années. Et c'est précisément là que commencent les recherches de Thibaut Gruber et Klaus Zuberbühler. L'homme est spécifiquement homme et le chimpanzé spécifiquement chimpanzé. Et nous voulons comprendre comment ces espèces sont devenues ce qu'elles sont. L'homme et le chimpanzé descendent d'un ancêtre commun qui a vécu il y a 7 millions d'années. C'est un fait avéré. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé au cours de ces millions d'années pour que l'homme devienne homme et le chimpanzé chimpanzé. « 5h30 le lendemain matin. La deuxième tentative s'organise. Il ne reste qu'à patienter. Les singes déploient des trésors d'ingéniosité. À l'aide de petits bouts de bois, ils se confectionnent des bâtons à miel. Même Tuber, le fils de Tongo, se crée un outil adapté.
Les gestes du petit chimpanzé paraissent aller de soi. Un constat pas toujours simple à accepter pour l'homme. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu un chimpanzé ramasser un brin d'herbe et l'utiliser pour pêcher des termites dans un nid souterrain. Et je suis devenue encore plus euphorique quand je l'ai vu prendre une brindille et en enlever les feuilles. C'était le premier pas vers la création d'outils. Et en ce temps-là, on était en 1960, la particularité de l'homme, c'était justement le fait qu'il fabrique des outils. Mon mentor, Louis Leakey, m'avait alors écrit « Il va falloir redéfinir l'homme, redéfinir le concept d'outil ou inclure les chimpanzés dans l'humanité ». Jane Goodall est la mère de la recherche sur les chimpanzés. Ses études menées dans le parc national Gombe Stream en Tanzanie ont ébranlé nombre de certitudes sur leur compte. Mais l'usage de l'outil implique-t-il nécessairement l'existence d'une culture similaire à celle de l'homme? Ce sujet de débat est toujours d'actualité. L'étude menée en Ouganda pourrait contribuer à trancher la question. En fait, ce qu'on essaie de montrer ici avec cette expérience, c'est que si on propose une tâche expérimentale à un chimpanzé, il va, de la même manière qu'un humain va puiser dans ses connaissances culturelles pour résoudre des tâches auxquelles il va devoir faire face durant sa vie ou même dans la journée, de la même manière, un chimpanzé va puiser dans ses connaissances culturelles pour résoudre une tâche. Donc là, la tâche, elle est très simple, c'est extraire du miel depuis un trou. Mais ce qu'on observe en fait ici à Kanyawara, c'est que les chimpanzés vont utiliser des bâtons pour prendre le miel, ce qu'on vient de voir avec Special. Par contre, si on va dans une autre communauté, par exemple la communauté de Sonso dans la forêt de Budongo, qui est à peu près 180 km d'ici, on verra que les chimpanzés utiliseront des feuilles. Kibale n'est donc qu'une première étape. L'énigme de l'acquisition des connaissances des chimpanzés est encore loin d'être résolue. Pour la deuxième phase du projet, Thibaut Gruber se rend à 180 km au nord-est du pays, dans la forêt de Budongo. Cette réserve forestière de plus de 700 km² abrite environ 700 chimpanzés exactement de la même espèce que ceux de Kibale. Le milieu naturel est aussi sensiblement le même. La forêt est réputée pour sa richesse spécifique. On y trouve des primates tels que le colobe à queue rousse, le cercopithèque à queue rousse ou le colobe noir et blanc. C'est une zone d'étude de tout premier ordre. Une base de recherche au cœur même de la jungle accueille des scientifiques du monde entier. Professeur à l'université de Neuchâtel, Klaus Zuberbuhler est primatologue et psychologue. Il est venu pour s'informer de l'avancée des travaux de Thibaut Gruber, dont il est le tuteur scientifique. Dans la forêt de Budongo, les règles de comportement sont aussi strictes qu'à Kibale. Toute personne arrivée depuis peu doit porter un masque pour protéger les singes des maladies. Dans une clairière, à proximité du camp, le tronc à miel a été installé sous un figuier. Peu de temps après, les 80 chimpanzés du groupe Sonso découvrent l'arbre et ses fruits mûrs à souhait. L'appât ne tarde pas à être découvert à son tour. Mais le singe se saisit du rayon et ignore le miel qui est au fond du trou. Puis arrive le moment tant attendu par Thibaut Gruber.
Alors que les chimpanzés de Budongo ont les mêmes conditions de vie que leurs cousins à 180 km de là, il ne leur vient pas à l'idée d'utiliser une branche pour extraire le miel. Les expériences montrent qu'un comportement culturel spécifique n'est pas forcément dicté par l'environnement. C'est-à-dire que les différences de comportement ne s'expliquent pas par des problèmes propres à une communauté. Les singes puisent dans les connaissances culturelles dont ils disposent pour résoudre un problème inédit. Les chimpanzés semblent transmettre leur savoir. Est-ce un indice supplémentaire pour l'existence d'une culture ? Le soir, Thibaut Gruber se plonge dans l'analyse des vidéos qu'il tourne depuis plusieurs mois maintenant. Pour récupérer le miel, les chimpanzés de Budongo ont recours à une technique qu'ils ont déjà éprouvée en d'autres circonstances. Ils se confectionnent une sorte d'éponge en agglomérant des feuilles mâchouillées. Leur solution est donc complètement différente de celle de leurs cousins de Kibale. Un problème, deux solutions. À Budongo, on absorbe le miel à l'aide d'une éponge de feuilles. À Kibale, on le racle avec une branche. Comment expliquer la différence entre ces deux approches ? Nos singes ici n'ont pas su comment régler le problème. La plupart ont essayé d'atteindre le miel avec les doigts avant d'abandonner la partie. Une petite minorité a fini par imaginer une solution ad hoc en adaptant la technique de l'éponge. L'utilisation de l'éponge est commune à tous les chimpanzés, mais elle sert normalement à boire de l'eau. Le fait de l'appliquer à l'extraction du miel constitue probablement un usage inédit, inventé pour répondre à un problème spécifique. Si la transmission d'un savoir appris est un gage de culture, alors ces expériences tendraient à confirmer l'existence de différentes cultures chez les chimpanzés. Elles prouveraient également qu'ils utilisent leurs compétences pour répondre à de nouveaux défis. À 6000 km de là, en Allemagne, dans la ville de Leipzig. Christoph Busch est l'exemple même du chercheur de terrain. À l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, il dirige le département de primatologie qui compte près de 70 collaborateurs scientifiques. Christoph Busch est rarement dans son bureau. Il préfère la jungle. Il a été l'un des premiers à penser que les chimpanzés avaient différentes cultures. C'est la comparaison entre deux techniques pour pêcher des fourmis qui lui met alors la puce à l'oreille. Celle utilisée par les chimpanzés du parc national de Tai en Côte d'Ivoire et celle observée par Jane Goodall à 4000 km de là en Tanzanie. Constatant un certain nombre de différences, il en vient à formuler une première définition élargie de la notion de culture. Je pense que la définition minimale que tout le monde peut accepter est des comportements qui sont spécifiques pour des groupes et qui ont été appris d'autres membres du groupe. Ici, on voit les chimpanzés en train de pêcher les fourmis et ce qui est fascinant dans cette comparaison pour la culture, c'est que ici, vous avez la technique de taille, c'est-à-dire quand justement ils utilisent des petites baguettes et ils mettent directement dans la bouche pour manger, qui est une façon, c'est la culture de taille étant très différente de la culture des chimpanzés en Tanzanie qui utilisent des longues baguettes et les deux mains. Donc là, il y a une parfaite illustration d'un comportement qui est adressé sur une même proie, donc les fourmis, qui font des nids excessivement similaires, qui sont des mêmes espèces de fourmis dans toute l'Afrique, et les chimpanzés, mais qui utilisent des techniques différentes, qui sont socialement définies en fin de compte. Une
Une autre activité des chimpanzés de Côte d'Ivoire viendra confirmer son hypothèse, le cassage des noix. Bon, ici on voit très bien les chimpanzés en train de casser des noix. On voit, il tient avec sa main droite un caillou. L'enclume est une racine, et il utilise les noisettes de Kula qu'il casse. Voilà, il la place, nettoie l'enclume d'abord, il casse dessus, et puis voilà, maintenant il sort l'amande qu'il mange comme ça. Donc ce comportement-là est vu que dans les zones du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, alors même que les chimpanzés, les noix, elles-mêmes sont disponibles sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Donc ça montre très clairement qu'il s'agit ici d'un comportement culturel, pas du tout génétique. Certaines populations ne le font pas du tout. Christophe Bush et son équipe vont faire une découverte encore plus étonnante. Les différents groupes d'un même habitat n'utilisent pas forcément les mêmes outils pour casser les noix. Les uns utilisent les pierres, quand d'autres préfèrent le bois. Le fait que des groupes de chimpanzés voisins aient recours à des solutions différentes pour résoudre un problème les rapproche-t-il des humains sur le plan culturel? La comparaison est justifiée dans la mesure où certaines communautés humaines utilisent un couteau et une fourchette, tandis que d'autres se servent de baguettes et d'autres encore de leurs doigts pour manger. Le psychologue Michael Tomasello, qui dirige le département de psychologie comparative et évolutionniste à l'Institut Max Planck, défend une toute autre théorie. Avec son équipe, il étudie les hominidés du zoo de Leipzig. C'est là que se trouve le plus grand enclos de grands singes au monde. Les 4 espèces y sont réunies. Orang-outan, gorille, bonobo et chimpanzé. L'étude des singes en captivité a déjà donné lieu à des travaux de recherche remarquables et remarqués. Le professeur Tomasello ne conteste pas la notion de culture, mais il estime qu'il manque au grand singe un élément fondamental par rapport à l'homme. Notre culture possède un caractère cumulatif. Tout le monde a accès aux avancées technologiques et celles-ci restent en place jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par d'autres. C'est ce qui aboutit à des artefacts aussi complexes que l'ordinateur ou la télévision. Ces objets sont le fruit d'une évolution dont on connaît les étapes. On part d'un état très rudimentaire qui gagne en complexité à chaque innovation. Les personnes qui vont utiliser ces artefacts n'ont pas besoin de connaître leur histoire. Elles ont le dernier modèle qu'elles apprennent à utiliser et elles vont éventuellement y apporter des améliorations. Michael Tomasello parle d'effet cliquet pour illustrer que la culture humaine progresse continuellement en s'appuyant sur l'expérience des ancêtres. Mais il refuse cette capacité aux singes. Ceux-ci seraient incapables de tirer profit des développements des générations précédentes et donc éternellement condamnés à attendre les découvertes et les fulgurances individuelles. Les observations menées actuellement par Christophe Bush au Gabon semblent aller à l'encontre de cette thèse. Il a constaté que de nombreux animaux du parc national de Luanga s'intéressaient au miel des abeilles qui vivent dans des ruches souterraines. Chaque espèce, qu'il s'agisse de l'éléphant de forêt ou du ratel, possède sa propre méthode, souvent rudimentaire, pour briser les rayons de miel. Les chimpanzés, en revanche, ont mis au point une technique élaborée qu'ils ont améliorée pas à pas, surtout pour les nids d'abeilles suspendus en hauteur. Alors, donc, il y a eu, là, par ces chimpanzés, une sophistication dans la technique, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté à la technique d'utiliser une seule baguette, 2 autres baguettes. Et
La première baguette qu'ils ont ajoutée, c'est un bâton comme là derrière, c'est un bâton plus épais qui est vraiment servi comme pilon. Et avec ce pilon, ils cassent l'entrée de la ruche parce qu'elle est fermée par de la cire. Et une fois qu'ils ont cassé l'entrée, ils vont prendre un deuxième outil pour accéder au miel. Et dans d'autres populations encore, il y a des ruches qui sont excessivement profondes. Donc le chimpanzé, dans ce cas-là, va utiliser une baguette après avoir ouvert avec le pilon, va l'utiliser avec une deuxième baguette aussi à bout dur, de façon à percer à l'intérieur de la ruche, au fond, parce que c'est profond, de ouvrir les chambres. Et ensuite, va prendre une baguette qui est cette fois plus différenciée, avec, comme vous voyez là, comme un sorte de pinceau au bout, et va l'introduire au fond pour extraire le miel. Alors vous voyez, on est parti d'une technique où il y avait une baguette, à une technique où il y a 2 baguettes, et à une technique où il y a 3 baguettes. Donc là, on a eu une accumulation de 3 étapes, pour permettre d'avoir cette technique sophistiquée d'utilisation séquentielle d'outils, les uns après l'autre, pour rejoindre les baguettes. Ainsi, 2 des plus grands spécialistes actuels débattent âprement des points communs et des différences entre l'homme et le singe. Comme si la question de la culture touchait à quelque chose de très profond. Cela fait plus de 50 ans maintenant que j'étudie les chimpanzés. À chaque fois qu'on a pu observer des chimpanzés se livrer à des activités qu'on pensait être l'apanage exclusif de l'homme, la première réaction a été « c'est impossible ». J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui cherchera à prouver par tous les moyens que nous sommes différents du singe. C'est le cas pour la notion de culture. Comment pourrait-on l'associer aux chimpanzés alors que c'est l'homme seul qui détient cette culture ? Ce qui est certainement vrai, en revanche, c'est que le langage nous a permis d'avancer très loin sur le chemin de l'évolution culturelle. C'est à Budongo que Klaus Zuberbühler mène sa recherche. Il étudie depuis des années les capacités de communication et de vocalisation des singes. Sa prochaine expérience de terrain vise à évaluer la communication des chimpanzés entre eux. Pour cela, le chercheur va leur faire écouter des sons qu'ils émettent eux-mêmes. Le but de l'expérience est de déterminer si les chimpanzés utilisent leur vocalisation de manière intentionnelle. Il s'agit de comprendre si ces cris sont uniquement l'expression d'une émotion ou s'ils servent à transmettre une information spécifique à d'autres membres du groupe. Il s'agit de faire écouter à des chimpanzés occupés à manger des figues des cris de bienvenue émis par des compagnons qui occupent un rang plus élevé dans la hiérarchie. Dans le jargon, on appelle cela une expérience de playback. Certains individus dans l'arbre réagissent immédiatement à cette information en émettant des cris qui annoncent la découverte d'une source de nourriture. Ces cris ne sont pas simplement une réaction à la nourriture. Ils transmettent aussi une information aux membres du groupe qui occupent un rang social important. Un nouvel indice de l'existence d'une communication verbale ? D'une vraie langue avec une sémantique et une grammaire ? Ces cris ont une signification. Il existe une sémantique primitive. Les singes ont la capacité d'informer les autres lorsqu'ils considèrent que c'est nécessaire. La grammaire est aussi un élément important de la langue. Mais là, nous n'avons pas trouvé grand-chose pour le moment. Il existe certains éléments, d'autres font défaut. En ce sens, ils n'ont pas un langage humain. Ils utilisent la langue des singes qui présente quelques similitudes avec la nôtre, mais aussi des différences. Les chercheurs s'enfoncent dans la jungle. Ils veulent déterminer si les chimpanzés comprennent d'autres langues que la leur.
Sur le chemin, l'équipe tombe sur un site d'exploitation forestière illégale. Un acajou vient d'être abattu. Ce genre de découverte est fréquent et explique pourquoi les chercheurs sont pressés par le temps. Chaque arbre fruitier abattu est une source d'alimentation en moins pour les singes. En plus, il y a les risques de contamination. Des personnes extérieures pénètrent dans la forêt, restent plusieurs jours au même endroit et laissent traîner leurs déchets. C'est un vrai danger pour les singes qui sont dans les parages. Ce genre de découverte n'est pas franchement réjouissant. Chaque année, le déboisement réduit la surface forestière de l'Ouganda de 2%. Le démantèlement de cet atelier illégal n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de destruction qui ravage la jungle et menace d'extinction les chimpanzés. Vraiment, dans 50 ans, ma crainte est que les scientifiques comme moi vont simplement pleurer. Les chimpanzés auront disparu dans la nature et on aura peut-être eu le temps, entre-temps, d'étudier 1 ou 2 populations de plus et on aura eu encore la confirmation qu'il y a des nouveaux comportements que l'on ne connaissait pas, qu'on découvre, et on va rester sur un sentiment de frustration immense. En tant que scientifique, je me fais vraiment énormément de soucis qu'on va jamais pouvoir répondre de façon honnête et complète à la question « Quelle est la différence entre les hommes et les chimpanzés ?» Le temps presse et les questions sont légion. L'une d'elles est justement étudiée aujourd'hui par Klaus Zuberbühler et son équipe. Les chimpanzés comprennent-ils les sons émis par d'autres singes et peuvent-ils les utiliser à leur avantage? L'expérience de playback est renouvelée. Nous avons là-bas un groupe de chimpanzés occupés à manger. Et nous allons leur faire entendre le cri d'alarme du colobe noir et blanc. Les cris d'alarme du colobe diffèrent selon le danger. S'il est attaqué par un chimpanzé, il ne va pas émettre les mêmes sons que s'il est menacé par un aigle. Jackson va lancer le cri et moi je vais retourner auprès du groupe pour filmer leur réaction. Dans un premier temps, les chimpanzés entendent le cri que pousse le colobe quand il veut prévenir ses congénères de l'attaque d'un aigle. Jackson. Yes. Push play now, please. Les singes continuent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Seconde phase, un cri plus court qui annonce l'arrivée d'un chimpanzé. Jackson, can you play now? Les chimpanzés démarrent au quart de tour et se lancent dans une chasse qui s'annonce prometteuse puisqu'ils sont en force. Ils ont forcément dû apprendre quelque part les différentes significations de ce cri. En ce sens, il y a bien certaines similitudes avec l'acquisition de la parole, qui est évidemment un fait culturel. Ce que nous ne savons pas, c'est comment a lieu cet apprentissage. Est-ce qu'il s'agit d'une expérience individuelle, celle d'un chimpanzé qui aurait vu un jour un colobe menacé par un aigle et qui aurait enregistré les cris entendus? Ou est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage social où un jeune observe par exemple la réaction de sa mère face à certaines situations? L'étude n'est pas achevée, mais il semble établi que les chimpanzés possèdent effectivement une certaine perception de la parole. Reste à explorer son fonctionnement précis.
Sur le chemin du retour, les chercheurs vont être témoins d'une scène qui vaut toutes les expériences de terrain du monde. Les chimpanzés ont repéré des colobes à la cime des arbres. Même pour ces chercheurs qui passent leur journée en forêt, il est extrêmement rare d'assister à ce genre d'épisode. Chasser en groupe pour attraper un colobe et le mettre à mort est une entreprise complexe. Les colobes peuvent être assez virulents et même attaquer, surtout les mâles. Les chimpanzés risquent de se faire mordre ou de tomber. Il y a donc beaucoup de choses à savoir. Et je m'imagine très bien les individus moins expérimentés observer les aînés pour s'approprier leur technique. Un deuxième colobe, blessé, est assis au sol. Le jeune chimpanzé à ses côtés semble intrigué, sans oser s'en approcher seul. Finalement, c'est une vieille femelle expérimentée qui va régler son sort à l'animal. Les jeunes n'en perdent pas une miette et s'instruisent. L'épisode auquel vient d'assister l'équipe est intéressant à plus d'un titre. Dans la forêt de Budongo, l'existence de chasse aux colobes semble être une véritable révolution culturelle. Pendant plus de 10 ans, on n'a observé quasiment aucun comportement de chasse ici. 2-3 fois, on a vu des chimpanzés se ruer sur un petit primate qui avait eu la mauvaise idée de passer par là. Mais c'était plutôt l'occasion qui faisait le larron. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis la prise de pouvoir d'un nouveau mâle dominant, la structure du groupe a été bouleversée et les singes se sont mis à chasser ensemble. Leur schéma de comportement a donc changé. Si on se réfère à la notion de culture telle qu'on la définit habituellement, on pourrait parler d'un changement culturel. Ainsi, la personnalité d'un seul chimpanzé serait en mesure d'influencer le développement de tout un groupe. Encore un gage de culture ? En Allemagne, la psychologue Jana Auer et sa collègue Jenny Collard étudient les hominidés du jardin zoologique de Berlin. Les deux femmes travaillent depuis longtemps sur les différences de personnalité entre individus. En ce moment, elles s'intéressent à celle des 5 chimpanzés du zoo. Tu les vois bien ? Parfait. C'est parti. Jana Auer et son équipe ont développé toute une série d'outils méthodologiques pour mesurer, classer et comparer les schémas de comportement de manière empirique. Les deux chercheuses passent 5 à 6 heures par jour au zoo. Par tranche de 20 minutes, elles observent le comportement d'un individu et ses interactions avec le reste du groupe. Le moindre geste, le moindre mouvement, le moindre rapprochement, tout est consigné. Nous observons les singes quotidiennement pendant 4 semaines d'affilée, en nous référant à toute une série de schémas de comportement que nous avons pu relever dans la littérature scientifique, afin de disposer d'un tableau aussi complet que possible. Nous observons de quelle manière chaque individu se comporte vis-à-vis des autres.
Dans un deuxième temps, nous analysons comment ces comportements divergent. Il est important de mener ces analyses sur un temps suffisamment long pour faire abstraction des comportements qui relèvent du hasard. Voilà à quoi ça ressemble. Le comportement de chaque individu est détaillé selon un certain nombre de catégories qu'on va pouvoir comparer entre elles. Ici, nous avons Soko. On constate qu'elle est beaucoup dans l'activité physique, c'est-à-dire qu'elle est plus en mouvement, plus active que d'autres chimpanzés. En revanche, elle est moins agressive que la moyenne. Pour chaque type de comportement, on peut déterminer les différences entre les individus. Jana Hauer ne se fonde pas uniquement sur ses propres observations. Les remarques des gardiens qui côtoient les animaux au quotidien viennent également nourrir ses enquêtes. Il leur suffit de remplir un questionnaire détaillé et de saisir les réponses dans un logiciel spécialement développé pour l'étude. Ainsi se dessinent des personnalités comme celle de Lily. À ce jour, Jana Hauer a établi près de 270 profils d'hominidés issus d'une vingtaine de zoos. Premier constat, chaque personnalité peut avoir son rôle à jouer dans l'évolution d'un groupe, voire de toute une espèce. Le fait qu'il existe chez les chimpanzés différentes méthodes pour s'attaquer à une termitière, ou plus généralement obtenir de la nourriture, montre que ces capacités ne sont pas innées, et qu'elles ont donc dû être inventées un jour. Autrement, tous les individus les utiliseraient naturellement. Et l'hypothèse consiste justement à dire qu'il existe des individus un peu plus malins et entreprenants que la moyenne, qui ont eu le courage d'inspecter un objet inconnu et qui se sont rendus compte que ça pouvait faire un excellent repas. On peut tout à fait supposer que ces différences individuelles ont contribué de manière significative à l'évolution de l'espèce. Des schémas de comportement individuels comme moteur du développement culturel. Voilà encore un point commun supplémentaire entre le chimpanzé et l'homme. Le fait que les chimpanzés soient différents les uns des autres me paraît fondamental. J'ai observé beaucoup de juvéniles parce que leur comportement est encore très flexible. Ils sont constamment en train de jouer, de fureter à droite, à gauche, d'observer leur environnement. Et j'ai pu remarquer chez certains des comportements qui pouvaient potentiellement mener à de nouveaux usages. Comme ils sont tous différents les uns des autres et que certains sont plus persévérants que d'autres, il est possible de voir émerger un jeune qui va inventer un nouvel outil. Reste à découvrir comment ce savoir, cette nouvelle culture, se transmet d'une génération à l'autre. S'agit-il d'un apprentissage actif comme chez l'homme ou tout simplement d'un comportement mimétique? Et si la différence fondamentale entre l'homme et le singe résidait dans le mode de transmission? La principale différence entre la culture humaine et la culture des grands singes est que chez les hommes, le processus de transmission est beaucoup plus fiable. L'enfant reçoit grosso modo ce que l'adulte fait et ce qu'il veut transmettre. Les adultes ont une démarche active et s'assurent que les enfants apprennent ce qu'ils sont censés apprendre. Ce n'est pas comme si les enfants piochaient les informations utiles. Ils répondent aux attentes des adultes. Michael Tomasello fonde sa thèse sur l'étude des grands singes en captivité. En observant des individus en liberté, Christophe Busch est arrivé à une toute autre conclusion. La dimension d'étudier très spécialement, très spécifiquement quel mécanisme spécial dans l'apprentissage social a lieu dans la nature est très difficile. Ce que l'on voit par contre énormément, c'est que vraiment, d'une part, les enfants sont excessivement intéressés à observer leur mère, à essayer d'imiter ce que font leur mère, et vraiment à passer des heures à ça. Et dans le cadre de Cassage des noix, on a aussi vu que la mère elle-même peut activement stimuler l'enfant en lui présentant des noix à moitié cassées ou des noix à casser. Et elle fait ça de façon spécifique
aux capacités qu'a atteint l'enfant et donc en fonction de l'âge de l'enfant, ce qu'elle va donner comme stimulation va changer. Et ce qui est fascinant, c'est que chez les humains, on voit exactement la même chose. Le primatologue a cherché à savoir à quand pouvait remonter cette tradition du cassage de noix. Avec une équipe d'archéologues, il a fouillé le passé des chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Bon, disons ici, vous me voyez participer à une excavation qu'on a fait à l'intérieur du parc national de Taï parce qu'on voulait répondre à la question de savoir depuis combien d'années, depuis combien de générations les chimpanzés cassent les noix. Et un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'il n'y a pas que les humains, il n'y a pas que les chimpanzés qui utilisent la forêt, il y a aussi les humains. Donc on a rencontré une couche humaine de l'âge de la pierre, et sous cette couche humaine est apparue une deuxième couche de cailloux. Et on a pu démontrer ainsi que dans la couche profonde, ce sont effectivement les cailloux qui ont été utilisés par les chimpanzés pour casser des noix. Et ça fait 4000 années que ce comportement existe. Donc c'est l'équivalent de 220 générations de chimpanzés. Donc la culture chez les chimpanzés a aussi une histoire. Pendant ce temps-là, en Ouganda, dans la forêt de Budongo, on prépare l'ultime expérience. Celle qui devrait permettre à Klaus Zuberbühler et Thibaut Gruber de prouver que l'apprentissage du savoir chez les chimpanzés relève bien du processus social. Cette fois-ci, le dispositif est un peu plus élaboré. D'abord, il faut trouver Knight, dont la mère Nambi est la plus haut placée dans la hiérarchie du groupe. Les chercheurs considèrent la jeune femelle comme étant particulièrement éveillée. Ils veulent faire en sorte qu'elle utilise dorénavant un bâton plutôt qu'une éponge pour recueillir le miel et observer si elle transmettra cette découverte aux autres. L'idée, c'est qu'on veut absolument isoler un individu en particulier, parce qu'on ne veut pas que les autres puissent apprendre la technique d'eux-mêmes. Donc, c'est particulièrement important que dans ce genre d'expérience, on soit certain que uniquement l'individu qu'on vise, donc dans le cas présent Knight, soit séparé du groupe. Donc à ce moment-là, on peut saisir l'opportunité pour qu'elle apprenne cette technique. Et une fois qu'elle l'aura apprise et maîtrisée, l'idée c'est justement que on refasse l'expérience, mais dans un contexte social où les autres individus vont pouvoir l'observer faire cette nouvelle technique. Mais si les autres individus avaient déjà appris la technique avant, il y a plus d'expérience en fait. Knight et son idée poseront-elles les jalons d'un nouveau schéma de comportement et d'une nouvelle forme de culture chez les chimpanzés de Budongo? Les chercheurs auraient alors démontré, à partir d'animaux en liberté, que l'apprentissage de la culture est bien un processus social. L'équipe ne doit surtout pas se faire repérer par les singes pendant la mise en place du dispositif. Une fois encore, un trou dans un tronc d'arbre est rempli de miel. Mais cette fois-ci, les chercheurs suggèrent la solution en plantant un bâton dans le trou. Il s'agit de mettre Knight sur la bonne voie. Si elle utilise le bout de bois, il y a de fortes chances que sa mère, la chef du clan, transmette ce nouveau savoir aux autres membres du groupe, puisque ceux qui sont en bas de l'échelle ont tendance à observer les plus élevés. Le moment fatidique approche. Knight a découvert le tronc. Mais elle ne voit pas l'utilité du bâton. Elle le jette après l'avoir léché.
c'est raté.